L'année 2026 s'ouvre sur une réalité économique que peu de consommateurs anticipent vraiment. Dans les allées des magasins d'électronique, dans les paniers d'achat en ligne, une transformation silencieuse s'opère. Les prix des smartphones, des ordinateurs portables, des consoles de jeux et de presque tous les appareils qui peuplent notre quotidien numérique s'apprêtent à franchir un nouveau seuil. Ce n'est pas l'inflation classique qui frappe ici, celle que nous connaissons tous, alimentée par la création monétaire ou les chocs pétroliers. Non, cette fois, c'est une forme différente d'augmentation des prix. Structurelle, délibérée, inscrite dans la loi américaine depuis le 15 janvier 2026. Une taxe de 25% sur les semi-conducteurs avancés importés aux États-Unis. 25%. Un chiffre qui peut sembler abstrait lorsqu'on le lit dans un communiqué gouvernemental, mais qui devient terriblement concret lorsqu'il se traduit par des centaines de dollars supplémentaires sur le ticket de caisse. Cette mesure, adoptée sous l'article 232 de la législation commerciale américaine, ne vise pas seulement à remplir les caisses de l'État. Elle s'inscrit dans une stratégie géopolitique et économique bien plus vaste, une tentative de remodeler entièrement la carte mondiale de la production technologique. Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut accepter que nous assistons à quelque chose de rare dans l'histoire économique moderne. Une réorganisation forcée des chaînes de valeur mondiales, orchestrée non pas par les forces du marché mais par la volonté politique d'une superpuissance inquiète de sa dépendance technologique. Les semi-conducteurs, ces minuscules puces de silicium qui alimentent tout, depuis votre montre connectée jusqu'au serveur qui héberge l'intelligence artificielle, sont devenus le nouveau pétrole du 21e siècle. Et comme pour le pétrole au XXe siècle, celui qui contrôle leur production contrôle une part essentielle du pouvoir économique global. Mais cette taxe cache une complexité que les titres de presse ne capturent que rarement. Car il ne s'agit pas simplement d'une augmentation uniforme des prix. Il existe une clause d'exception, une porte de sortie soigneusement aménagée dans le texte législatif. Les entreprises qui acceptent d'investir massivement sur le sol américain, qui construisent des usines de fabrication de puces aux États-Unis, qui relocalisent leur capacité de production, celles-là ne peinent que 15%. 10 points de pourcentage de différence. C'est la carotte et le bâton. Le chantage économique élevé au rang de politique industrielle nationale. Cette architecture tarifaire n'est pas un accident. Elle est le résultat d'intenses négociations entre Washington et Taipei, entre les géants américains de la technologie et le gouvernement taïwanais, entre les impératifs de sécurité nationale et les réalités du capitalisme mondialisé. Pour saisir la portée de cette transformation, il faut d'abord revenir en arrière, bien avant 2026, et comprendre comment nous en sommes arrivés là. L'histoire des semi-conducteurs est celle d'une spécialisation extrême, d'une division internationale du travail poussée à son paroxysme. Dans les années 80 et 90, lorsque l'industrie des puces électroniques commençait à prendre son essor, les États-Unis dominaient encore largement le secteur. Des entreprises comme Intel, Texas Instruments ou Motorola fabriquaient leurs propres puces sur le territoire américain, dans des usines ultramodernes appelées fabs, diminutif de Fabrication Facilities. Mais progressivement, une nouvelle logique économique s'est imposée. Concevoir une puce et la fabriquer sont deux activités radicalement différentes, nécessitant des expertises distinctes et des investissements colossaux. La conception, le design de ces circuits intégrés toujours plus complexes est resté largement concentré dans la Silicon Valley et quelques autres pôles technologiques occidentaux. C'est là que des ingénieurs dessinent les architectures de processeurs, optimisent les performances, inventent les prochaines générations de puissance de calcul. Mais la fabrication, elle, a migré. Car produire des semi-conducteurs modernes exige des investissements pharaoniques. Une usine de fabrication de puces à la pointe de la technologie, capable de graver des circuits de 3 ou 5 nanomètres, coûte aujourd'hui entre 15 et 20 milliards de dollars. Ces installations, parmi les plus complexes jamais construites par l'humanité, nécessitent une précision absolue des salles blanches où pas un grain de poussière ne doit pénétrer des machines lithographiques vendues par une seule entreprise au monde. La néerlandaise ASML, pour des prix dépassant les 150 millions de dollars l'unité. Face à ces coûts vertigineux, l'Asie a progressivement concentré l'essentiel de la production mondiale. Taïwan, avec TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company,
est devenu le fabricant dominant, produisant plus de 60% des semi-conducteurs mondiaux et plus de 90% des puces les plus avancées. La Corée du Sud, avec Samsung et SK Hynix, contrôle une part massive de la production de mémoire. La Chine, elle, a investi des centaines de milliards dans sa propre industrie, avec des résultats inégaux, mais une ambition intacte. Cette concentration géographique s'explique par des facteurs multiples. Les gouvernements asiatiques ont subventionné massivement leurs champions nationaux, offrant des avantages fiscaux, des terrains gratuits, des prêts à taux préférentiels. La main-d'œuvre qualifiée était abondante et moins coûteuse qu'en Occident. Et surtout, ces pays ont accepté de parier sur le long terme, investissant dans des cycles industriels qui prennent des décennies à mûrir. Les États-Unis, pendant ce temps, se sont concentrés sur ce qu'ils font de mieux: l'innovation, le design, les logiciels, les services. Apple concevait l'iPhone, mais c'était TSMC qui fabriquait la puce A-Series au cœur de l'appareil. Nvidia imaginait les processeurs graphiques qui alimentent l'intelligence artificielle, mais la production se faisait à Taipei ou à Séoul. Cette division du travail semblait efficace, rationnelle, conforme au principe de l'avantage comparatif que David Ricardo avait théorisé dès le début du XIXe siècle. Chaque région se spécialisait dans ce qu'elle savait faire de mieux, et le commerce international permettait à tous de bénéficier de cette spécialisation. Pendant des années, ce système a fonctionné remarquablement bien, alimentant la baisse continue des prix de l'électronique, la loi de Moore, qui prédisait un doublement de la puissance de calcul tous les 18 mois, la démocratisation de la technologie à travers le monde. Mais cette efficacité reposait sur une hypothèse fondamentale: la stabilité géopolitique, la continuation d'un ordre international fondé sur le libre-échange, l'absence de conflits majeurs entre les grandes puissances économiques. Et c'est précisément cette hypothèse qui s'est fissurée au cours des dernières années. Les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées, transformant ce qui était une rivalité économique en une véritable compétition stratégique. La pandémie de 2020 a révélé brutalement les fragilités des chaînes d'approvisionnement mondiales lorsque la pénurie de puces a paralysé des secteurs entiers, de l'automobile à l'électronique grand public. Mais c'est surtout la question taïwanaise qui a cristallisé les angoisses américaines. Taïwan, cette île démocratique de 24 millions d'habitants au large de la Chine, est devenue le point de friction le plus dangereux de la géopolitique contemporaine. Pékin considère l'île comme une province rebelle destinée à être réunifiée par la force si nécessaire. Washington, sans reconnaître formellement l'indépendance taïwanaise, s'est engagé à défendre l'île en cas d'agression chinoise. Et au cœur de cette poudrière stratégique se trouve TSMC, l'entreprise qui fabrique les puces dont dépend l'économie mondiale. Les stratèges américains ont fini par réaliser qu'une très grande partie de l'infrastructure technologique des États-Unis reposait sur des usines situées à 180 km des côtes chinoises, potentiellement vulnérables à un blocus, une invasion ou même simplement à une crise politique majeure. Cette dépendance est devenue intolérable pour un pays qui se conçoit comme une superpuissance autonome. L'histoire offre des précédents instructifs à cette situation. Au XXe siècle, les États-Unis ont déjà vécu des moments où leur dépendance vis-à-vis de ressources stratégiques contrôlées par d'autres nations a provoqué des réorientations majeures de politique économique. Durant la Seconde Guerre mondiale, la dépendance américaine au caoutchouc naturel, principalement produit en Asie du Sud-Est sous contrôle japonais après 1941, a forcé une mobilisation industrielle massive pour développer le caoutchouc synthétique. Le gouvernement américain a investi directement dans des usines, garanti les prix d'achat, transformé en quelques années une industrie quasi inexistante en leader mondial. De même, durant la guerre froide, la dépendance occidentale au pétrole moyen-oriental a motivé des décennies de politique étrangère, des interventions militaires, des alliances complexes, tout cela pour sécuriser l'accès à cette ressource vitale. Ce que nous voyons aujourd'hui avec les semi-conducteurs est une répétition de ce schéma historique, adapté au XXIe siècle. La taxe de 25% n'est pas une simple mesure protectionniste ordinaire. C'est un instrument de guerre économique froide, conçu pour modifier fondamentalement la géographie de la production technologique. Le gouvernement américain, à travers cette politique tarifaire différenciée, tente de recréer sur son territoire
une capacité de fabrication de puces avancée qui n'existe presque plus. Le message envoyé à TSMC, à Samsung, à tous les grands fabricants mondiaux est clair. Soit vous construisez chez nous, soit vous payez le prix fort pour accéder à notre marché. Et ce marché américain représente une part considérable de la demande mondiale. Les États-Unis ne sont pas seulement le premier consommateur de technologie au monde, ils sont aussi le lieu où se concentrent les géants qui définissent l'industrie. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia. Ces entreprises achètent des milliards de dollars de puces chaque année. Perdre l'accès au marché américain ou y accéder dans des conditions désavantageuses serait catastrophique pour n'importe quel fabricant de semi-conducteurs. C'est cette réalité qui donne à Washington le levier nécessaire pour imposer sa volonté. Le deal avec Taïwan, cette différence entre 25 et 15%, est le résultat de négociations intenses qui se sont déroulées loin des projecteurs médiatiques. TSMC a finalement accepté de construire plusieurs usines ultramodernes en Arizona, avec des investissements annoncés dépassant les 40 milliards de dollars. Ces fabs américaines de TSMC ne seront pas de simples usines d'assemblage ou de production de puces anciennes. Elles fabriqueront des semi-conducteurs à la pointe de la technologie, utilisant les procédés de gravure les plus avancés, ceux de 3 nanomètres et bientôt 2 nanomètres. En échange, TSMC bénéficie non seulement du taux réduit de 15%, mais aussi de subventions directes issues du CHIPS Act, cette loi votée en 2022, qui alloue 52 milliards de dollars pour revitaliser l'industrie américaine des semi-conducteurs. Mais cette relocalisation forcée a un coût considérable, qui sera inévitablement répercuté sur le consommateur final. Produire des puces aux États-Unis coûte significativement plus cher qu'à Taïwan. Les salaires des ingénieurs et des techniciens américains sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux de leurs homologues taïwanais. Les normes environnementales, les réglementations du travail, les coûts de construction sont tous plus élevés. TSMC elle-même a admis que produire en Arizona coûtait environ 50% de plus que produire à Hsinchu, son fief taïwanais. Cette différence de coût ne disparaît pas magiquement. Elle se traduit, in fine, par des prix plus élevés pour les produits finaux. Prenons un exemple concret pour illustrer le mécanisme. Un iPhone moderne contient une puce principale, l'A-Series ou M-Series chez Apple, fabriquée par TSMC selon les spécifications exactes d'Apple. Cette puce représente une part substantielle du coût de fabrication de l'appareil, estimé entre 50 et 100 dollars selon les générations. Si cette puce était fabriquée à Taïwan et importée aux États-Unis sans le deal de relocalisation, elle serait soumise à la taxe de 25%. Un composant à 100 dollars deviendrait un composant à 125 dollars. Mais même avec le deal, si la production se fait en Arizona à un coût supérieur de 50%, la puce coûterait 150 dollars à produire. Apple, dont les marges bénéficiaires dépassent régulièrement les 40%, pourrait choisir d'absorber une partie de cette augmentation pour rester compétitive. Mais une portion significative sera inévitablement transmise aux consommateurs. Et ce n'est pas seulement l'iPhone qui est concerné. Tous les ordinateurs portables, les tablettes, les serveurs, les équipements de réseau, les consoles de jeux, les systèmes automobiles modernes, tout ce qui contient des semi-conducteurs avancés subit la même logique. Les entreprises comme Intel, AMD, Qualcomm, qui conçoivent des puces mais les font fabriquer par des tiers, sont confrontées au même dilemme. Soit elles relocalisent leur production aux États-Unis en supportant des coûts supérieurs et en bénéficiant du taux réduit, soit elles continuent à produire en Asie et paient la taxe pleine. Dans les deux cas, les prix augmentent. Cette inflation particulière, que nous pourrions appeler inflation structurelle ou inflation politique, diffère fondamentalement de l'inflation monétaire classique. Elle n'est pas causée par une création excessive de monnaie ou par un déséquilibre entre l'offre et la demande agrégée. Elle résulte d'une décision politique délibérée de modifier la structure des coûts de production pour des raisons stratégiques. Les banques centrales, avec leurs outils habituels comme les taux d'intérêt, ne peuvent rien contre cette forme d'inflation. Augmenter les taux ne rendra pas la production américaine de puces moins chère. Cette inflation est imperméable à la politique monétaire traditionnelle, car elle est ancrée dans la politique commerciale et industrielle. Du point de vue du pouvoir d'achat, les conséquences sont tangibles et durables. Les ménages américains,
et par extension les consommateurs du monde entier, puisque les prix de l'électronique tendent à s'harmoniser globalement, verront leur capacité à acheter de la technologie diminuer. Pour un budget donné, ils obtiendront moins de performances, moins de fonctionnalités, ou devront attendre plus longtemps avant de remplacer leurs équipements. C'est une forme cachée de taxation, car bien que le gouvernement ne collecte pas directement l'argent supplémentaire payé par le consommateur, c'est sa politique qui crée cette augmentation de prix. Mais il serait simpliste de voir uniquement le côté négatif de cette transformation. Les défenseurs de cette politique argumentent, non sans raison, que la sécurité nationale et la résilience économique justifient ces coûts additionnels. Reconstruire une capacité de production domestique de semi-conducteurs, c'est s'assurer que l'économie américaine ne sera pas otage d'événements géopolitiques qu'elle ne contrôle pas. C'est créer des emplois bien rémunérés dans des secteurs à haute technologie sur le territoire national. C'est stimuler l'innovation en rapprochant la recherche et le développement de la fabrication. C'est aussi, potentiellement, construire une industrie qui pourra, à très long terme, redevenir compétitive sans protection tarifaire, une fois les effets d'apprentissage et d'échelle suffisamment développés. L'histoire économique montre que les industries naissantes, ce que l'économiste allemand Friedrich List appelait au XIXe siècle les infant-industries, peuvent effectivement nécessiter une protection temporaire pour atteindre la maturité et la compétitivité. Les États-Unis eux-mêmes, durant leur industrialisation au XIXe siècle, ont largement utilisé des tarifs protectionnistes pour permettre à leurs manufactures de se développer face à la concurrence britannique plus établie. Alexander Hamilton, premier secrétaire au Trésor américain, défendait déjà dans son Report on Manufactures de 1791 l'idée que de nouvelles industries nécessitaient un soutien gouvernemental pour émerger. La question cruciale est de savoir si l'industrie des semi-conducteurs américaine, avec ses coûts structurellement plus élevés, pourra un jour redevenir compétitive sans protection permanente, ou si cette taxe de 25% deviendra une caractéristique durable du paysage économique. Il y a aussi une dimension de course technologique dans cette équation. Les semi-conducteurs ne sont pas des produits statiques. Chaque nouvelle génération de puces est plus performante, plus efficace, plus complexe à produire que la précédente. La frontière technologique avance constamment et celui qui maîtrise cette frontière détient un avantage considérable. Si les États-Unis parviennent à maintenir ou reconquérir une position de leader dans la fabrication des puces les plus avancées, ils s'assurent également de rester à la pointe de l'intelligence artificielle, du calcul haute performance, des applications militaires, qui dépendent toutes de ces composants. C'est un pari sur l'avenir, un investissement massif dont les retours sont incertains, mais potentiellement immenses. Cependant, cette stratégie comporte des risques significatifs. D'abord, le risque de représailles commerciales. La Chine, qui subit déjà des restrictions américaines sur l'accès aux technologies de semi-conducteurs avancés, pourrait répondre par ses propres mesures protectionnistes ou par des restrictions sur les terres rares et autres matériaux critiques qu'elle contrôle largement. L'Union européenne et d'autres partenaires commerciaux pourraient contester ces tarifs auprès de l'Organisation mondiale du commerce, même si cette institution est affaiblie. Une escalade de mesures et contre-mesures pourrait fragmenter davantage le commerce mondial, augmentant les coûts pour tout le monde sans nécessairement améliorer la sécurité d'approvisionnement. Ensuite, il y a le risque d'inefficacité. Forcer la relocalisation de la production dans des zones géographiques où elle est plus coûteuse constitue, d'un point de vue purement économique, une destruction de valeur. Les ressources utilisées pour produire des puces plus chères en Arizona auraient pu être employées ailleurs de manière plus productive. Cette inefficacité se traduit par une économie globalement moins riche, une croissance potentiellement plus faible, un niveau de vie qui aurait pu être plus élevé en l'absence de ces distorsions. Les économistes du commerce international ont depuis longtemps démontré que les tarifs douaniers créent ce qu'on appelle des pertes sèches, des pertes pour la société qui ne bénéficient à personne, ni au gouvernement, ni aux producteurs, ni aux consommateurs. Il existe également un risque technologique. Si la protection tarifaire retire l'incitation à améliorer continuellement l'efficacité et à innover, l'industrie américaine protégée pourrait devenir complaisante,
moins dynamique que ses concurrents asiatiques qui continuent à opérer dans un environnement hautement compétitif. C'est un phénomène observé dans de nombreuses industries protégées à travers l'histoire. Elles survivent, mais n'excellent pas, confortables derrière leurs barrières tarifaires plutôt que stimulées par la concurrence internationale. Pour le consommateur moyen, ces considérations macroéconomiques et géopolitiques peuvent sembler abstraites face à la réalité concrète d'un prix plus élevé. Lorsqu'il se trouve devant le rayon des ordinateurs portables ou qu'il cherche à renouveler son smartphone, la taxe de 25% se matérialise en centaines de dollars supplémentaires. Cela modifie ses choix, le pousse peut-être à conserver son appareil actuel plus longtemps, à opter pour un modèle moins performant, ou à renoncer complètement à certains achats. Ces micro-décisions, répétées à l'échelle de centaines de millions de consommateurs, ont des conséquences macroéconomiques importantes. Elles ralentissent le rythme de renouvellement du stock de capital technologique, ce qui peut affecter la productivité globale de l'économie. Paradoxalement, cette taxe pourrait aussi avoir des effets de long terme positifs sur la consommation de technologies, si elle réussit effectivement à stimuler l'innovation domestique. Une industrie américaine des semi-conducteurs revigorée, bénéficiant de la proximité avec les centres de recherche et les clients finaux, pourrait potentiellement accélérer le développement de nouvelles architectures de puces, de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés de fabrication. Cette innovation pourrait compenser partiellement, voire totalement, les coûts additionnels de production dans un environnement salarial plus élevé. C'est en tout cas le scénario optimiste que défendent les partisans de cette politique industrielle. La comparaison avec d'autres secteurs stratégiques est révélatrice. L'industrie pharmaceutique américaine, par exemple, est protégée par des brevets extrêmement forts et bénéficie d'un marché domestique où les prix sont significativement plus élevés qu'ailleurs dans le monde. Cette rente permet aux entreprises pharmaceutiques américaines d'investir massivement dans la recherche et le développement, maintenant ainsi la dominance américaine dans ce secteur. Bien sûr, cela a aussi un coût social considérable en termes d'accès aux soins, mais d'un point de vue strictement industriel, la stratégie a préservé le leadership technologique américain. Les semi-conducteurs pourraient suivre une trajectoire similaire. En regardant vers l'avenir, plusieurs scénarios sont possibles. Dans le scénario le plus favorable pour les États-Unis, les investissements massifs dans la production domestique de puces, combinés à la continuité de la supériorité américaine en design et en innovation, créent un écosystème vertueux. Les nouvelles fabs américaines atteignent progressivement des niveaux de productivité comparables à leurs homologues asiatiques grâce à l'automatisation, aux économies d'échelle et à l'amélioration continue des processus. Les tarifs peuvent éventuellement être réduits ou éliminés car l'industrie devient compétitive par elle-même. Les prix de l'électronique, après une période d'augmentation, se stabilisent puis recommencent à baisser grâce aux gains de productivité et à l'innovation continue. Dans un scénario intermédiaire, la production domestique se développe mais reste structurellement plus coûteuse, nécessitant le maintien permanent d'une protection tarifaire. Les États-Unis obtiennent la sécurité d'approvisionnement recherchée, mais au prix d'une inflation durable des prix de la technologie. Le monde se divise en blocs technologiques relativement séparés, avec des chaînes d'approvisionnement régionalisées plutôt que globalisées. Cette fragmentation augmente les coûts pour tous, mais offre plus de résilience face aux chocs géopolitiques. Les fabs construites aux États-Unis fonctionnent en sous-capacité ou produisent principalement des générations anciennes de puces moins avancées. Les entreprises technologiques américaines, pénalisées par des coûts de composants plus élevés, perdent des parts de marché face à des concurrents asiatiques ou européens moins contraints. Une spirale de représailles commerciales fragmente le commerce mondial, réduisant la croissance économique globale, sans améliorer significativement la sécurité technologique de quiconque. La réalité se situera probablement quelque part entre ces extrêmes, comme c'est souvent le cas en économie. Ce qui est certain, c'est que nous sommes au début d'une transformation majeure de l'industrie la plus stratégique du XXIe siècle. Les semi-conducteurs ne seront plus jamais produits selon la pure logique de l'efficacité économique et de l'avantage comparatif.
Les considérations géopolitiques, la sécurité nationale, la résilience stratégique, pèseront désormais aussi lourd, sinon plus, dans les décisions de localisation de la production. C'est un retour à une forme de capitalisme politique qui rappelle davantage le XIXe siècle ou la guerre froide que la période de globalisation relativement libre des années 90 et 2000. Pour conclure, la taxe de 25% sur les semi-conducteurs avancés, avec son exception à 15% pour les entreprises qui relocalisent, n'est pas simplement une mesure fiscale ou commerciale parmi d'autres. C'est le symbole et l'instrument d'une transformation profonde de l'ordre économique international. Les consommateurs paieront cette transformation par des prix plus élevés. Une inflation technologique qui érode leur pouvoir d'achat dans un domaine qui, pendant des décennies, avait été synonyme de baisse continue des prix et d'amélioration constante des performances. Mais ce coût est, dans la vision de ces architectes, le prix à payer pour la sécurité et l'autonomie stratégique dans un monde où la technologie est devenue le terrain principal de la compétition entre grandes puissances. Que cette stratégie réussisse ou échoue, qu'elle débouche sur une revitalisation durable de l'industrie américaine ou sur une fragmentation coûteuse et inefficace du commerce mondial, seul le temps le dira. Ce qui est déjà acquis, c'est que l'ère de la production technologique, purement guidée par la logique du marché, est révolue. Nous entrons dans une période où l'État, avec ses tarifs, ses subventions et ses contraintes, redevient un acteur central dans la structuration de l'industrie la plus importante de notre époque.